fichier Safari. La transparence apparaît donc justement en France, consécutivement au scandale du fichage. Dans un premier temps, la jurisprudence d'Eberon a influencé le contrôle juridictionnel sur les fichiers administratifs antérieurs à 1978, pour lequel le Conseil d'État s'assurait que les textes réglementaires prévoyaient un régime de consultation de leurs données personnelles par les personnes intéressées, ainsi que des dispositions permettant soit la suppression des mentions qui ne devaient pas y figurer, soit la rectification des renseignements erronés qui auraient pu y être versés. Ces exigences du Conseil d'État sont dorénavant inscrites dans la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. Cette loi de janvier 1978 protège le traitement des données personnelles contenues dans un fichier, lesquelles constituent des informations relatives, je cite, à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Une personne est identifiable en prenant en compte l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification auquel peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. La loi s'applique au traitement donc automatisé ou non de données à caractère personnel, contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en œuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles. Un traitement de données à caractère personnel se définit comme toute opération portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé. En l'absence donc de définition légale explicite, le fichier doit être entendu comme un traitement, enfin le fichier qui m'intéressera ici sera entendu comme un traitement de données personnelles permettant l'identification des personnes. Il est administratif lorsqu'il est créé, détenu ou traité par des agents agissant pour le compte de l'État. Alors avant de confronter les usages du fichier à la transparence, encore faut-il donc poser une définition de cette notion de transparence. Cette notion désigne, je l'ai dit, les lois de 1970, mais en dépit d'un esprit commun, la loi du 6 janvier 1978 répond d'une logique singulière qui renvoie moins à l'idée de diffusion, de communication ou d'accès à l'information qu'à la protection individuelle et notamment au respect de la vie privée. Cette déclinaison de la transparence correspond d'une part aux règles de création d'un fichier, les règles qui encadrent la création d'un fichier, et d'autre part aux droits et garanties attribués à la personne fichée. Elle se distingue donc de la loi du 17 juillet 1978 qui accorde un droit d'accès aux documents administratifs. Loin d'être complémentaire, l'accès aux documents administratifs peut constituer, qui est donc aussi une caractéristique de la transparence administrative, peut constituer un obstacle au respect de la vie privée. Alors parfois, ces deux logiques d'accès et de protection individuelle se rencontrent à propos du fichage, comme l'illustre la création en 2007 d'un fichier informatisé destiné à constituer un répertoire des études d'impact et à le rendre accessible au public. Alors dans ce cas précis, et très exceptionnel, le fichage constitue un apport tout à fait considérable pour la transparence, puisqu'il est mis au service du public, au service des administrés, et non pas seulement au service de l'efficacité de l'action administrative. Le fichage constitue donc parfois, mais de manière relativement exceptionnelle, un facteur de transparence administrative. Toutefois, même lorsqu'il se présente comme un outil au service des administrés, le fichier contient des risques d'atteinte à la liberté individuelle, notamment en raison de sa consultation, par exemple, par des tierces personnes, comme en attestent deux hypothèses, le fichier Adonis et le fichier SVER, comportant des données fiscales accessibles aux banques, organismes gérant des prestations sociales, bailleurs, collectivités territoriales. La transparence justifiée par la lutte contre la fraude fiscale se conjugue difficilement avec la protection des individus contre la discrimination à l'obtention d'un crédit ou d'un prêt, comme en attestent d'autres fichiers, le fichier national des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, le fichier national des comptes bancaires, etc. L'atteinte à la liberté individuelle procède des dangers résultant de l'usage privé de l'accès aux informations, opposant ici donc deux types de transparence, l'une relative à la communication de documents publics issus de la loi du 17 juillet 1978 et l'autre organisant la protection des données des personnes fichées prévues par la loi du 6 janvier 1978. Alors mon étude portera sur cette dernière déclinaison de la transparence. C'est donc la loi du 6 janvier 1978 qui sera ici privilégiée. Alors,
la transparence sera ici entendue comme, à minima, comme un ensemble de techniques, de règles juridiques fondées sur une réévaluation du rapport entre savoir et pouvoir. Donc c'est très proche de la philosophie de Michel Foucault. Donc le rapport entre savoir et pouvoir en renvoyant à un processus d'accès à l'information dans un but de protection de la liberté personnelle. Donc ici, il y a deux versants principaux à la transparence, le savoir, c'est-à-dire le fait de connaître l'existence d'un fichier, le fait de publier ce fichier, et le pouvoir, c'est-à-dire la possibilité d'agir directement sur le fichage, donc de rectifier les données erronées du fichage, la possibilité de refuser même éventuellement le fichage, d'accéder à ces informations, etc. Il y a transparence administrative quand ce savoir et ce pouvoir se retrouvent du côté de l'administré et non pas seulement de l'administration. Donc la transparence administrative, c'est la recherche de, finalement, des règles juridiques qui existent pour surveiller l'administration, c'est-à-dire pour surveiller celle qui nous surveille. Donc premier point ici, le savoir sur les fichiers, les lacunes dans la connaissance de l'information administrative. Être informé de la création d'un fichier administratif constitue un préalable indispensable à la réalisation des droits, la protection des administrés. Or, le droit ne contient pas de règles juridiques permettant, d'une part, de contenir à proprement parler la pratique du fichage et d'autre part, d'en limiter l'usage par l'administration. Donc tout d'abord, une pratique non contenue. La loi du 6 janvier 1978 valide la création de fichiers particulièrement attentatoires aux libertés par voie réglementaire. Or, l'article 34 de la Constitution rappelle que la loi fixe les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Le rapport parlementaire de Delphine Batho et Jacques-Alain Benisti préconisait d'ailleurs que seule la loi autorise la création d'un fichier de police afin de permettre aux législateurs de discuter de la finalité des fichiers. Le recours au règlement constitue donc en lui-même une faille dans la transparence de l'action administrative en soustrayant la création des fichiers à tout débat public et même à une véritable discussion publique, à une véritable publicité. La loi du 6 janvier 1978 impose l'accomplissement de formalités préalables à la création du traitement de données personnelles ou à sa mise en œuvre, qui emporte systématiquement notification du traitement projeté à la CNIL. La loi de 1978 prévoit 5 régimes de contrôle de la CNIL. Le principe demeure que les traitements doivent être notifiés à la commission, même s'il existe quelques hypothèses dans lesquelles la création d'un traitement est dispensée de toute formalité préalable. Aucune autre autorité n'intervient de manière systématique dans le débat sur la création d'un fichier, cette création n'étant donc pas soumise à un contre-pouvoir suffisant et à une discussion suffisante. Avant la création d'un fichier, la CNIL est consultée pour avis sur le projet de décret ou d'arrêté, sa délibération rendant finalement transparentes les intentions de l'administration. La loi requiert un avis motivé et publié de la CNIL lorsque les fichiers sont créés, soit par arrêté du ministre compétent, soit par décret en Conseil d'État, lorsqu'ils concernent des informations confidentielles. L'action de la CNIL est en elle-même facteur de transparence, car elle externalise finalement le contrôle du fichage et porte à la connaissance des citoyens l'existence même d'un fichier, l'existence même de la création d'un fichier. Cette autorité développe par ailleurs une doctrine de l'intérêt général et de la liberté individuelle qui se confronte aux objectifs de l'administration, créant de la sorte un débat sur le fichage. Toutefois, la transparence se frotte à plusieurs limites et l'action de la CNIL elle-même est très dépendante du bon vouloir de l'administration qui peut d'ailleurs créer en toute opacité, sans fondement légal, sans base légale, des fichages. Et à ce moment-là, la CNIL elle-même n'est pas au courant. Donc il n'y a ici pas de savoir, puisque personne n'étant au courant de la création de ce fichier, il n'y a aucune externalisation de son contrôle. Christina, Edwige sont quelques exemples qui sont dans ma communication écrite, mais je vais vite. Deuxième élément, après une pratique qui n'est pas contenue, c'est une pratique, le fichage, qui n'est pas réellement limitée. La loi de 1978 prévoit le respect de 5 principes pour la création d'un fichier. Ces 5 principes forment ensemble le régime juridique, un régime juridique rendant plus transparente normalement l'action administrative. Je cite ces 5 principes. Principe de proportionnalité du fichage, durée limitée de conservation, sécurité et confidentialité des informations,
respect du droit des personnes, qui exige donc que les personnes soient informées elles-mêmes du fichage, et principe de finalité du fichier. Ces 5 principes. Alors, je n'ai pas le temps ici de développer ces 5 principes, donc je vais me focaliser sur le principe de finalité. Pourquoi ? Le principe de finalité détermine à lui seul le contenu de tous les autres principes. La CNIL a justement rappelé, je cite, que le principe de finalité est considéré par le législateur comme un principe fondamental dont dépendent les garanties complémentaires prévues par la loi. Si la finalité fait l'objet d'un contrôle poussé des autorités compétentes, son usage relève d'un choix politique qui en lui-même n'est jamais vraiment soumis à appréciation. Le principe de finalité exige que les informations soient recueillies et traitées pour un usage déterminé et légitime qui doit correspondre aux missions de la personne responsable du traitement. La pertinence des données recueillies et leur caractère adéquat s'apprécient toujours au regard de la finalité donc, du traitement. Certaines finalités interdisent la création de fichiers par les personnes privées. Seule l'administration est en compétence pour traiter des données concernées. C'est le cas des fichiers portant sur des données relatives, par exemple, à des infractions, et plus précisément ceux ayant pour but de rechercher et de constater l'existence d'infractions pénales. Par conséquent, le principe de finalité se comprend comme une limitation organique et non matérielle du fichage. C'est-à-dire que seulement, ce qui signifie ce principe de finalité, c'est que certains fichiers relèvent par nature de la puissance publique et sont interdits par les personnes privées. Donc si la détermination d'une finalité exige des pouvoirs publics qui motivent la création d'un fichier, ce principe ne limite jamais le recours au fichage, mais encadre seulement son usage afin d'en limiter l'arbitraire. La pertinence d'un fichier n'est jamais appréciée pour elle-même, seule la pertinence des informations qu'il contient au regard de sa finalité est contrôlée par la CNIL. La protection de l'ordre public constitue toujours une finalité légitime et non contrôlée qui prime sur le respect de la vie privée. Si l'article 8 de la loi de 78 pose comme principe qu'il est interdit de collecter ou de traiter des données faisant apparaître directement ou indirectement les origines raciales et ethniques, les opinions philosophiques ou religieuses, cette loi rappelle aussi que ces données peuvent être collectées dans un but d'intérêt public après autorisation de la CNIL. Donc il n'y a pas réellement de limite matérielle au fichage. Les différents principes maintiennent donc une transparence a minima de l'action administrative en la contraignant au respect d'un régime juridique définissant la forme et le fond des fichiers. Encore faut-il que l'administration respecte ces différents principes dans le fichage, ce qui est loin évidemment d'être le cas. Dès lors, le droit reste partiellement impuissant à garantir la transparence administrative dans la mesure où il n'empêche pas le développement de pratiques occultes. Deuxième point ici, donc le pouvoir sur les fichiers, les lacunes dans le contrôle sur l'accès administratif, sur l'information administrative. L'administration peut collecter et traiter les données à caractère personnel des administrés qui disposent en contrepartie de plusieurs pouvoirs. Premier, le droit d'accès, de rectification et de suppression. Ces pouvoirs de l'administré sont conditionnés par la connaissance préalable de l'existence d'un fichier, ce que j'ai appelé ici le savoir. Or, le consentement préalable de l'intéressé n'est pas toujours requis pour la création d'un fichier administratif, ce qui anéantit le savoir et écarte tout pouvoir d'action de l'administré sur le fichage. Si la plus grande transparence administrative résulte de la liaison entre le savoir et le pouvoir, cette concordance entre savoir-pouvoir reste encore aujourd'hui insuffisante. Donc, premier point ici, la liaison du savoir et du pouvoir. Le droit d'accès, tout d'abord, aux données d'un fichier constitue le premier pouvoir de l'administré. Ce droit d'accès peut être direct, ce qui garantit la plus grande transparence, ou indirect pour les fichiers intéressant la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique, genre fichier Schengen par exemple. Dans cette dernière hypothèse, les données personnelles sont accessibles après demande à la CNIL, mais c'est le responsable du traitement qui peut en refuser la communication pour des raisons liées à la finalité du fichier. L'accès aux informations s'avère d'autant plus indispensable pourtant que, en raison du nombre d'erreurs dont on a parlé déjà hier, erreurs régulièrement soulignées par la CNIL. D'après un bilan effectué en 2007-2008 par la CNIL, sur 467 vérifications effectuées dans les fichiers STIC et JUDEX, ainsi que dans le fichier TAGE qui les fusionne, 44% des fiches montraient des erreurs, ce taux ayant encore été constaté dans son rapport de 2013. Pour tous ces fichiers dont l'accès aux données n'est qu'indirect, eh bien, la limitation des pouvoirs de contrôle de la CNIL, ainsi que l'absence de règles précises en cas de désaccord entre elles
la CNIL est le responsable du traitement, réduit évidemment considérablement la transparence administrative. L'accès aux données conditionne donc tous les autres pouvoirs de l'administré, tels que la correction du fichage, l'effacement d'informations, l'opposition, la rectification au traitement des données. La décision de rectifier les données, notamment en cas d'accès indirect aux informations, relève finalement du responsable du traitement, c'est-à-dire du gestionnaire administratif, la CNIL n'ayant aucun pouvoir décisionnel en la matière. Le pouvoir d'agir sur les données d'un fichier connaît donc une profonde opacité, puisque cela reste en interne à l'administration, il n'y a aucune externalisation. Le défaut de rectification, voire de mise à jour ou d'effacement des données, dont les effets sont particulièrement graves pour certains administrés, est soulevé par la CNIL, les rapports parlementaires et la presse. Le rappel par le Conseil constitutionnel que les données recueillies dans les fichiers ne constitueront donc dans chaque cas qu'un élément de la décision prise sous le contrôle du juge par l'autorité administrative ne suffit pas à éviter que ces données constituent le fondement implicite, enfin explicite, mais en réalité très souvent implicite, de décisions administratives défavorables. Ainsi, les enquêtes administratives préalables à un recrutement d'un agent se matérialisent-elles souvent par la recherche d'infractions dans des fichiers qui sont dans leur contenu soit incorrects, soit imparfaitement mis à jour. La consultation d'un fichier administratif est insuffisante, selon le juge administratif, pour justifier le refus d'agrément d'une personne par le préfet pour exercer une activité de sécurité. Mais toutes ces mises en garde du juge ne suffisent pas pour garantir finalement la protection de l'administré. In fine, la liaison du savoir et du pouvoir reste imparfaite. Si les deux versants de la transparence savoir-pouvoir sont parfois couplés afin de permettre à l'administré de connaître et d'agir directement sur les traitements de données personnelles, le savoir et le pouvoir sont le plus souvent séparés, rendant stérile l'un ou l'autre de ces deux aspects. Donc ici, dernier aspect, la déliaison du savoir et du pouvoir. Le défaut de transparence repose moins sur l'incomplétude finalement du régime juridique existant, même s'il peut être encore amélioré, que sur l'inapplication par les services administratifs des règles de la loi de 78. L'opacité de fait résultant des comportements presque instinctifs des agents et d'une absence de contrôle extérieur suffisant constitue un obstacle à la transparence administrative. Le fichage évolue en parallèle avec le droit du fait de l'inapplication manifeste du droit. On a la sensation que finalement, pour les agents administratifs, appliquer le droit, c'est rendre stérile l'usage du fichage. L'efficacité du fichage passe nécessairement finalement par le secret, ou en tout cas s'effectue à l'intérieur d'une procédure secrète. Le rapport parlementaire sur les fichiers de police avait découvert en 2009 que sur les 58 fichiers recensés, 23 fichiers étaient dépourvus de base légale. Seule l'amélioration donc de la transparence par un renforcement de la liaison du savoir et du pouvoir inscrirait davantage l'action administrative dans le droit. Premier point, le pouvoir est nul sans le savoir, et le secret rend stérile tous les dispositifs de transparence. L'accessibilité, la rectification ou encore l'opposition sont inopérants pour des fichiers qui sont secrets, dépourvus de base légale, tels que par exemple le fichier clandestin sur les Roms, constitué par l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, baptisé minorité ethnique non sédentarisée, le MENS, qui avait été révélé par Le Monde en 2010 et qui comportait quand même plus de 52 000 fiches. Deuxième point, à l'inverse, le savoir est impuissant lorsqu'il n'est pas assorti du pouvoir. Or, l'accès indirect et la rectification incombent en définitive en bon vouloir du responsable du traitement du fichage, maintenant donc à l'intérieur de l'administration le pouvoir d'agir au lieu de l'externaliser. Donc troisième point, même la liaison du savoir et du pouvoir, toujours imparfaite, ne contraint pas de facto l'administration à respecter le droit. L'administré disposant d'un droit de connaître et d'agir ne peut pas forcer le verrou de l'opacité ni modifier les comportements administratifs. Dans les arrêts retentissants du 19 juillet 2010, Vincent F., à propos de 2 fichiers informatiques utilisés par l'Éducation nationale, le Conseil d'État a sanctionné des atteintes élémentaires aux règles de protection de la loi de 78, telles que la mise en œuvre du traitement avant
avant la réception du récépissé de la CNIL, l'absence du respect de droits d'opposition et de rectification, la mention de données personnelles relatives au handicap ou à la déficience des enfants inscrits en classe d'intégration scolaire, une durée de conservation des données fixée à 35 ans, etc. etc. Donc le juge constitue un rempart juridique aux défaillances de l'administration, mais son intervention ainsi que l'efficacité de son recours est elle aussi conditionnée par la reconnaissance préalable d'un savoir et d'un pouvoir des administrés qui le saisissent. Sans connaissance des fichiers, sans pouvoir agir sur ce fichier, le juge lui-même est impuissant. Alors, une conclusion en forme peut-être d'hypothèse, peut-être pour certains un peu provocatrice. Qui mieux alors que le citoyen peut faire surgir la transparence nécessaire à la démocratie, et qui mieux que le citoyen peut définir les limites acceptables à sa propre liberté. Aussi brutale soit-elle, la transparence du lanceur d'alerte est l'ultime recours contre les pratiques occultes de l'administration et le refus d'agir de certaines autorités. En 2008, les dérives quant aux usages du STIC ont été dénoncées par le policier Philippe Pichon, qui transmet 2 fiches à un journaliste sur Johnny Hallyday et Jamel Debbouze. Le lanceur d'alerte pourrait s'appréhender comme la mise en œuvre d'un véritable panoptique, sorte de panoptique inversée, puisque le fichage c'est aussi une forme de panoptisme, et donc la reconnaissance d'un lanceur d'alerte, ce serait un panoptisme inversé, c'est-à-dire que le citoyen contrôle celui qui est censé déjà le contrôler. Donc installer ce panoptisme par le droit à l'intérieur de l'administration. La vigilance du lanceur d'alerte et la potentialité de sa dénonciation, qui peut surgir à tout moment et en tout lieu, imposerait à l'administration ainsi qu'aux autorités administratives de contrôle, telles que la CNIL, d'inscrire la virtualité de ce contrôle continu au cœur de leur travail. Ce rôle, très subsidiaire dans la culture française, reste fondamental dans la mesure où le lanceur d'alerte peut garantir un contrôle du respect par les autorités publiques de leurs obligations de contrôle. Dès lors, donc le contrôleur du contrôleur. Dès lors, rôde derrière ce lanceur d'alerte la figure du tribunal de l'opinion publique qui se caractérise par une fonction de surveillance omniprésente. Cette forme de justice par l'individu articule le caractère éthique et individualiste de l'action du lanceur d'alerte à une dimension collective et organisatrice qui se répercute sur l'ensemble du corps social. Les whistleblowers, les lanceurs d'alerte, incarnent un mode de surveillance constitutif d'une nouvelle articulation entre l'État et les citoyens. La protection du lanceur d'alerte, embryonnaire en droit français, constitue la juste compensation, peut-être, à l'atteinte aux libertés individuelles inexorables que constitue le fichage. Elle permettrait de déjouer le maintien du savoir et du pouvoir au sein de l'administration, en forçant le verrou d'un pouvoir discrétionnaire qui repose encore trop souvent sur le bon vouloir de la puissance publique. Je vous remercie. Bien, merci pour cette présentation. Vous avez tenu strictement le délai de 20 minutes qui était souhaité, et en montrant notamment que finalement l'enjeu essentiel en ce qui concerne la question des fichiers, c'est bien la question du secret. Secret, vous avez bien montré comment il y avait articulation entre savoir et pouvoir, les choses pouvaient étant nécessairement liées au regard de l'idée de transparence. Mais du même coup, ça évoque la question de la position des administrés, des citoyens par rapport aux fichiers, et c'est exactement ce que vous allez traiter, Julien Thomas.